Une colonne, ça bouge toute l'année. C'est soumis à des contraintes mécaniques, environnementales, digestifs. C'est soumis aussi à des stress sportifs. Donc, on emmène la voiture une fois par an au garage. Je pense qu'on peut aussi emmener sa colonne une fois par an chez l'ostéo. C'est pas du tout une mauvaise idée. Justement parce qu'on va pouvoir prévenir. On va pouvoir peut-être anticiper un phénomène aigu. Parce que le patient, très souvent, c'est pas parce qu'il a mal qu'il y a un problème. Et c'est pas parce qu'il n'a pas mal qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une douleur qu'on soigne. Ça, c'est un problème pour la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle a besoin de symptômes, de douleurs pour donner une médication. Très souvent. Nous, en ostéopathie, ce qu'on soigne, c'est le patient. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Nous avons tous déjà connu des douleurs au niveau du dos, que ce soit dans le bas, le milieu ou le haut du dos. Pour certains, cela arrive très rarement en faisant un faux mouvement ou en portant quelque chose de très lourd. Pour d'autres, il s'agit d'un phénomène à répétition, parfois compliqué à comprendre, et qui devient de plus en plus fréquent dans notre société. Mais que faire dans ce cas-là ? Par quoi peuvent être causées ces douleurs à répétition et comment les prendre en charge correctement ? Pour répondre à tout cela, j'ai la chance de rencontrer Monsieur Taylan Yilmaz, ostéopathe DO, dans le centre médical Aubiermont. Bonjour Taylan. Bonjour Nicolas. Merci à toi de nous recevoir ici. Bienvenue au centre. Au centre médical Aubiermont. Voilà, à Wallin. Donc c'est un centre pluridisciplinaire que j'ai ouvert en février 2020. Et donc l'idée c'était de faire une équipe un peu sur la pathologie musculo-squelettique, tout ce qui est traumatologie chez le sportif, mais pas seulement. Donc tout ce qui va toucher bien sûr au musculo-squelettique avec la médecine sportive, avec les kinés, avec les ostéos, avec l'analyse posturale, la podologie. Et on a aussi des techniques qui sont portées sur le bien-être, comme la cryothérapie corps entier, de la pressothérapie avec la gamme Ready, qui est un très bon produit, notamment pour les drainages et la récupération, que ce soit l'un ou l'autre. Et on cherche activement là pour le moment quelqu'un qui va aussi pouvoir nous aider dans la nutrition. Dans la nutrition et dans les compléments alimentaires un petit peu pour combler aux carences qui sont quand même très souvent présentes chez nos sportifs. Donc en tout cas c'est un très bel endroit. Merci. Tu as très bien fait ça. Et donc on est au centre géographique de la Belgique. On est en plein cœur. Donc voilà, comme j'expliquais en intro, le but aujourd'hui c'est qu'on parle. Donc toi tu es ostéopathe. Je crois qu'un des raisons principales, j'ai l'impression, pour laquelle on vient voir un ostéopathe, c'est aussi, en tout cas l'image qu'on en a, c'est de venir voir parce qu'on a un problème de dos. C'est probablement peut-être pas juste ça. Non, si, disons que la grande majorité des consultations, c'est difficile de quantifier, mais au moins 1 sur 2, oui, c'est pour des douleurs rachidiennes. Oui, clairement. Donc que ça soit les cervicales, les thoraciques, le bas du dos, le bassin, mais ça touche principalement la colonne, oui, bien sûr. Et donc du coup, aujourd'hui, le but c'est de discuter un petit peu de ça, du mal de dos de manière générale, mais c'est de le décomposer un petit peu plus en profondeur. Et ma première question pour toi, c'est un petit peu quels sont les différents types de maux de dos qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut essayer de catégoriser un petit peu les différents types de maux de dos? De manière générale, les patients viennent pour des plaintes, des douleurs, et ces douleurs peuvent bien évidemment toucher différentes zones du corps, différents segments. Donc c'est très variable. Dans la journée, on aura de toute façon des lombaires, des lombalgies, on aura des douleurs thoraciques et des douleurs cervicales. Ça, c'est ce qui touche à la colonne, sans oublier bien sûr le bassin, donc les douleurs du petit bassin, que ça soit le sacrum ou les hanches, tout ça. Et on aura bien évidemment aussi pas mal de plaintes périphériques, donc les épaules, les coudes, les poignets, genoux, hanches, chevilles. Ça, c'est plutôt pour les douleurs articulaires, parce que le patient, quand il vient nous voir, il a mal aux articulations. Ensuite, nous, notre travail, ça va être d'essayer de comprendre plutôt pourquoi il a mal.
pas le où il a mal, parce que ça déjà il vient, il nous le raconte, hein, mais c'est pas souvent la zone douloureuse qui est la cause de la douleur. Voilà, donc ça c'est les douleurs, comme je te disais, plutôt musculo-squelettiques, hein, mais en ostéopathie on a d'autres axes. On a l'axe digestif notamment, viscéral, donc on a aussi des patients qui vont consulter pour des maux d'origine digestive, comme du reflux. Ça, c'est un motif de consultation qu'on a quand même relativement souvent. Des problèmes de constipation. On va avoir aussi des patients qui vont venir avec un terrain intestinal en dysfonction, que ça soit dans des dysbioses, dans des phénomènes de fermentation après certains aliments, d'inconfort, d'aérophagie par exemple un peu chronique. On va avoir des patients qui vont venir nous voir aussi pour des problèmes de varices qui touchent différents systèmes, le système veineux ou le système lymphatique, et les patients arrivent un peu comme dans un fin de cycle, donc ils ont essayé beaucoup de choses avant, et ils arrivent avec un tableau où on leur met l'étiquette ne t'inquiète pas, tu n'es pas malade. C'est un problème fonctionnel. Et donc ils débarquent un peu au cabinet avec bien sûr la demande d'un traitement fonctionnel. Et là on va pouvoir les aider puisqu'on va pouvoir avoir un champ d'action aussi sur ce système-là. Donc en ostéopathie on appelle ça le système liquidien. Donc bien évidemment ça touche, comme je l'ai dit, le système vasculaire, artères, veines et lymphes, mais ça touchera aussi le système crânio-sacré, hein, le système liquidien, céphalo-rachidien, avec bien évidemment tous les passages d'hormones qui sont créés par l'hypophyse et qui vont être véhiculés dans le corps grâce à des passages d'urmériens, et on a quand même pas mal de plaintes à ce niveau-là. Les maux de tête, la fatigue chronique, l'anxiété, les insomnies par exemple, tout ça ce sont aussi des symptômes qui peuvent être en lien bien évidemment avec un problème plutôt de passage, de réabsorption ou de bonne disons de bon apport de liquide entre un point et un autre. Voilà. Oui, ça c'est un petit peu aussi j'ai l'impression les catégorisations que tu peux avoir dans les ostéopathes, même si j'imagine que dans la conception de l'ostéopathe, il doit pouvoir être un peu complet. Mais est-ce que tu as toi, par exemple, dans ta pratique, est-ce que tu fais plus un type d'ostéopathie ou est-ce que tu fais justement du truc plus global, plus traumatique direct? En fait, je comprends ta question parce que c'est souvent quelque chose qui revient, notamment en Belgique. On a des formations en Belgique qui sont un petit peu dans ce sens-là. On met une étiquette sur l'ostéopathe. Lui, c'est un ostéopathe qui craque. C'est ça. Voilà. C'est un ostéopathe structurel. Ok. Lui, c'est un ostéopathe qui fait de l'ostéopathie douce. Ça veut pas dire que celui qui craque, il fait de l'ostéopathie violente. Qu'on se mette bien d'accord. Lui, il fait de l'ostéopathie, la micro-ostéopathie tissulaire. Lui, il fait du crânio-sacré. Je pense que tout ça, ce sont des étiquettes qu'il faut retirer du marché parce que c'est pas la réalité. Quand on est ostéopathe, on travaillera de toute façon sur tous les systèmes, que ça soit du musculo-squelettique, du crânio-sacré ou du viscéro-pariétal, donc le tube digestif. Il est inconcevable pour un ostéopathe, parce que ça fait partie aussi de notre état d'esprit, de dissocier une vertèbre, la structure d'un système nerveux local ou à distance, de l'organe qui s'y attache. C'est impensable. On a différentes règles, des lois, si tu veux, qui nous dit par exemple que la structure gouverne les fonctions. Ça, c'est l'une des toutes premières lois de l'ostéopathie. C'est un fondement qui a été créé avant 1900 par Andrew Taylor Still, donc qui est toujours d'actualité, et peu importe le type de formation et l'école. Donc c'est compliqué de dissocier maintenant en ostéopathie un travail structurel, donc l'ostéopathe typiquement qui fait craquer, de l'ostéopathe qui fait pas craquer. Parce que finalement, à travers la manipulation directe, donc quand on a le bruit articulaire, on va passer par un système biomécanique, bien évidemment, mais il faut pas croire qu'on remet une vertèbre en place. C'est pas ça qu'on fait. On vient redynamiser une zone parce qu'on estime qu'elle n'est pas dans un état de confort suffisant ou qu'elle est dans un état de décompensation et qu'elle fait mal. Et on va passer par une technique rapide, à petite amplitude
et à grande vitesse. C'est le principe du trust. Maintenant, si le praticien estime qu'il va être plus efficace avec une technique myofaciale, parce qu'il a besoin de travailler la structure, de la mobiliser par exemple, parce qu'il a besoin de faire un travail local sur un ligament, avec une technique fonctionnelle, que ce soit d'exagération en essayant de ramener des liquides, ou une technique plutôt pour essayer d'assouplir un tissu mou, comme un ligament, un tendon ou autre, mais vraiment ciblé sur un tissu, mais j'ai envie de dire, c'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est que la zone, une fois qu'elle a été travaillée, eh ben qu'elle soit dans un état de confort qui soit mieux, qui soit amélioré, qui soit positif pour le patient, afin que le symptôme disparaisse. Donc, c'est très compliqué pour le patient aujourd'hui parce que on a réussi à différencier les ostéopathes. Il y a qu'une seule ostéopathie. C'est la même pour tous les praticiens. La seule chose, c'est que le praticien va avoir des facilités, va avoir des affinités avec un système plus qu'un autre. Mais de toute façon, peu importe le système qui va travailler, il aura un champ d'action sur les autres. Donc on peut pas dissocier les systèmes. Donc moi j'utilise énormément la manipulation vertébrale parce que j'ai une formation stylienne, donc elle est vraiment portée sur le structurel, mais on a un structurel qui est variable selon le besoin. On a des fois des techniques qui sont purement articulaires, on a des techniques qui sont plutôt périarticulaires, mais je passerai de toute façon par une manipulation, donc il y aura un bruit, et on a des fois des techniques qui sont vraiment liées sur le conjonctif, donc on va stimuler par exemple la peau, les téguments, le sclérotome, le ligament, en passant par la structure. Et tout ça, c'est une connaissance de l'anatomie, des liens et des systèmes, de toute façon. Donc on revient toujours au même point, hein. Il est inconcevable de différencier les systèmes en ostéopathie. Comment est-ce que tu choisis du coup ta technique, mais c'est plutôt comment est-ce que en fait par quoi peuvent être causés en fait les maux de dos? Comment est-ce que tu arrives en fait à différents types de maux de dos, que ce soit un maux de dos un petit peu ponctuel ou un maux de dos plus chronique? Qu'est-ce qui va causer en fait qu'est-ce qui peut causer ces différents maux de dos? Alors le patient, quand il arrive, Nicolas, il va nous raconter une histoire. Donc déjà, ce qui est bien, nous les praticiens, on aime bien regarder le patient. On aime bien le regarder marcher, on aime bien le regarder se lever de sa chaise dans la salle d'attente, on aime bien le regarder s'asseoir dans la salle de consultation. Donc nos yeux, c'est quand même un outil important en clinique. Ensuite, on va l'écouter puisqu'il va nous raconter son histoire, il va nous raconter où il a mal, est-ce qu'il y a eu un schéma, un mouvement par exemple qui aurait causé la douleur, est-ce qu'il a du mal à l'expliquer, quand elle est cette douleur, dans quelle situation, est-ce que c'est parce que il se lève le matin et que c'est difficile, il a un déverrouillage un peu compliqué puis la douleur disparaît après la bonne douche, une douche chaude en tout cas, est-ce que c'est une douleur de fin de journée qui est plutôt liée à l'utilisation, est-ce que c'est une douleur qui est liée à une posture, position assise prolongée, manutention dans certains corps de profession, les mouvements répétitifs, etc. Et donc on va essayer un petit peu de quantifier le problème, et ensuite on va demander au patient de se changer, idéalement de se déshabiller pour pouvoir le voir. On l'a déjà vu à travers les vêtements, on l'a entendu, maintenant il va falloir l'observer vraiment, et ensuite on va le tester. Donc on a un outil en ostéopathie qui nous permet vraiment de quantifier les zones de restriction, les zones de perte de mobilité. Ce sont nos tests de mobilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours et chez tout le monde. On va partir un peu à la quête de la restriction. C'est une restriction qui peut être articulaire, bien évidemment. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on cherche les problèmes d'abord structurels, puisque la structure est la base très souvent de tout problème fonctionnel. Et à travers les tests structurels, on va aussi un petit peu quantifier le besoin fonctionnel, liquidien, tissulaire, ligamentaire, digestif. Et donc on a différents comme ça tests qu'on va exécuter debout, assis, couché. Une fois qu'on a un peu fait une cartographie du besoin, on va passer alors à la phase du traitement. Et là, on va utiliser les outils qui nous paraissent les plus efficaces par rapport aux tests
qu'on a fait préalablement. Donc, on a des patients des fois qui arrivent en phénomène aigu. Bon, ça c'est typiquement suite à un mouvement. J'ai tourné la tête trop vite, je suis coincé. J'ai ouvert mon carreau, j'ai pris un courant d'air, j'ai un torticolis. Ça sont des choses qui peuvent arriver de manière ponctuelle. De manière ponctuelle, ça veut pas dire qu'il y a un déséquilibre profond derrière. C'est un phénomène traumatique très souvent. C'est traumatique. Mais qui est souvent la fin de course. Voilà. Donc le patient, il a son vase est bien rempli, mais il y a toujours de la place. Donc il continue à mettre de l'eau. Et une fois que le vase est bien rempli, c'est souvent une seule goutte d'eau, donc un mouvement qui déclenche un débordement du vase, un phénomène de décompensation, donc le phénomène aigu. Et là, le patient, il faut le prendre en charge rapidement. Là aussi, il y a beaucoup de croyances autour du traitement aigu. Non, il faut surtout pas toucher. T'as trop mal. Il saura rien faire. Il faut prendre des anti-inflammatoires. Il faut te mettre au repos. Non. Un phénomène aigu, c'est-à-dire une manifestation douloureuse qui va arriver de manière soudaine, il faut consulter. Et il faut consulter vite. Parce que plus vite on va voir le patient, plus vite on va quantifier le problème. Très souvent, ce sont des phénomènes, comme je t'expliquais, de décompensation. Donc on arrive rapidement à soulager le patient, puis on le reverra quelques jours ou quelques semaines après pour essayer de traiter le fond, parce qu'il y a toujours un problème de fond. Et ensuite, on a les patients qui vont consulter dans un terrain de confort. Quand même, ils sont fonctionnels, ils sont pas impotents, mais ils arrivent avec un peu des maux chroniques. Et donc là, on n'est plus sur des problèmes, effectivement, de traitement qui prendront 1, 2, 3 ou voire plusieurs séances dans le temps, de toute façon. Mais tu as quand même quelque chose de fonctionnel un petit peu dans les deux cas, parce que ma question, c'était un petit peu, est-ce que tu as vraiment quelque chose de traumatique qui arrive juste à cause d'un événement isolé, ou est-ce qu'il y a quand même toujours d'office un terrain derrière qui a mené au déséquilibre? Imaginons, là maintenant, je veux soulever une caisse de 40 kilos et je fléchis pas mes jambes et je me coince le dos. Est-ce que ça peut être, je peux me mettre coincé le dos juste à cause du mouvement que j'ai fait, ou est-ce que ça veut quand même dire que derrière, en fait, il y a un terrain qui est lié à ça? Dans la consultation d'urgence, ce qui nous intéresse, c'est l'urgence. C'est pas le fond du problème. C'est l'événement soudain qui a décompensé le patient. Donc, on va manipuler généralement le moins possible. Donc, on va se concentrer sur la zone à libérer, sur l'attention à libérer pour que le patient reparte fonctionnel, qu'il reparte dans un état de confort. Ensuite, oui, on va de toute façon lui conseiller de revenir à froid, c'est-à-dire quand il aura plus sa phase aiguë, pour essayer de comprendre si sa phase aiguë a été causée par un tableau, un terrain, pour éviter que ça se reproduise, premièrement. Et essayer aussi peut-être de rassurer le patient en disant non, t'inquiète pas, t'as pas eu de bol, ou c'est un peu de fatigue, t'as pas plié tes genoux, évite quand même de porter des caisses aussi lourdes sans plier les jambes, parce que ça de toute façon c'est de la manutention de base, c'est de la biomécanique, peu importe que t'aies un dos solide ou pas, tu mets toutes les chances de ton côté pour te faire mal. Ou effectivement, il y a quand même quelque chose là-dessous, et alors on va entreprendre, si besoin, une demande d'imagerie ou un suivi peut-être un peu plus poussé. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est un peu le premier cas où on sait qu'on a fait un faux mouvement, on sait qu'on a fait quelque chose, il y a une manifestation d'une douleur, aller consulter son ostéopathe assez rapidement pour débloquer la situation, et derrière revenir pour voir est-ce que à froid tout va bien. Ça, c'est un peu le premier cas de figure un peu de la consultation. De l'urgence. C'est souvent comme ça, l'urgence. Bien sûr, le patient, il va venir parce qu'il a mal. C'est ça. Et plus il a mal, plus il va se battre pour venir rapidement. C'est toujours comme ça. Donc, l'urgence demandera un traitement d'urgence. Et puis après, tu as, du coup, j'imagine que ça, c'est la partie un peu la plus facile du boulot. Non. Non? Pas du tout? Non. L'urgence, c'est la partie la plus difficile. Ok. Parce que le patient, il va arriver avec un terrain de décompensation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de physiologie. Ça ne respecte plus aucun axe physiologique qu'on a l'habitude de solliciter à travers nos tests, à travers l'anatomie. Là, on est sur un phénomène de décompensation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de praticiens en ostéopathie qui ne font pas les urgences. C'est une prise en charge qui est complètement différente. Souvent, les patients me téléphonent en disant « Ouais, mais Thaïlande, t'en as pour 5 minutes, comme d'habitude. » Non, c'est pas 5 minutes.
On va vite parce qu'on trouve rapidement le problème. Mais après, il faut manipuler une zone en souffrance sans faire mal au patient. Et tout en étant efficace. Et c'est ça la difficulté des urgences. Et donc, c'est le tableau idéal pour un praticien pour se mettre en difficulté. Ou pour faire une bêtise. Et donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire d'urgence. Ok, oui. Voilà marrant, parce que pourquoi. moi, j'avais justement dans ma tête que c'était la partie la plus facile. Ah, et non. puis qu'on allait passer à la partie la plus compliquée. Non. Qui est, du coup, le trouble chronique, un petit peu. J'imagine des personnes qui viennent chez toi qui disent « ça fait des années que j'ai mal au dos » ou « ça fait des années que j'ai tel ou tel problème ». Et tu vas chercher plutôt un travail de fond. Mais après, comme tu dis, ça peut être aussi un travail de fond qui est fait suite à une urgence. Donc en fait, c'est pas spécialement aussi isolé que... Non. Souvent, les patients qui arrivent en urgence, on va les voir et puis ils reviennent d'office parce que ils se rendent compte qu'ils en ont besoin, tout simplement. Maintenant, sur un traitement, moins urgent, il y a quand même une plainte puisque le patient il vient nous voir, donc c'est qu'il a mal. Il vient pas nous voir simplement pour qu'on lui fasse un contrôle comme une révision annuelle d'un 30 000 km. Ça marche pas comme ça. Bien que les patients qu'on a vus une première fois, une deuxième fois, ils vont revenir une fois par an, une fois tous les 2 ans, parce que ils se rendent compte en fait que ils en ont besoin, parce qu'ils perdent du mouvement et que ils ont envie tout simplement de venir pour être sûr que tout se passe bien au niveau de leur posture. Mais sur un traitement où le patient va arriver avec une douleur qui est fonctionnelle, qui est tout à fait supportable, mais qui est présente. Oui, là, ça va être le besoin. Il faut le quantifier et il faut donner le besoin à notre niveau, à nous, en tant qu'ostéopathe. Derrière, s'il y a un besoin plus poussé, on peut aussi orienter le patient chez des confrères, d'autres praticiens, parce que la difficulté, c'est pas vraiment de traiter le patient, c'est de comprendre pourquoi il a mal. Et une fois qu'on a compris pourquoi il a mal, on peut donner le bon soin. Ouais. En parlant de pourquoi il a mal, je crois qu'il y a deux choses, deux notions que je crois qui sont intéressantes à toucher ici. Tu parlais de viscéral. Tout à l'heure, tu disais que certains étaient mis dans des cases de faire du viscéral ou pas. Est-ce qu'on pourrait justement rentrer un petit peu plus en détail de qu'est-ce que c'est le viscéral et le lien que ça a avec un peu un mot du siècle qui sont les problèmes digestifs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que des problèmes digestifs peuvent venir causer des problèmes de dos et ou inversement? Alors, une autre loi de l'ostéopathie nous dit que il y a un lien entre le contenant et le contenu. Voilà. Donc, on peut pas dissocier une région lombaire d'un abdomen. C'est impensable pour nous, les ostéopathes. On peut pas dissocier un thorax d'une plèvre, d'un tissu pleural, d'un poumon, d'un cœur. C'est pas possible. D'un médiastin. Donc on va toujours essayer à travers nos mains et nos tests, quand on va passer sur la structure, donc le squelette, de se dire tiens, là il y a des relais neurovégétatifs, nerveux, qui sont en connexion avec tel et tel organe. Donc on va aussi aller tester les organes. On va demander au patient, est-ce qu'il n'y a pas des plaintes, des symptômes qui sont liés à cet organe? Et on va essayer de comprendre qui est la poule et qui est l'œuf. Est-ce que c'est un problème viscéro-pariétal, c'est-à-dire c'est l'organe qui embête le squelette et le monsieur ou la madame vient parce qu'elle a mal au squelette, ou est-ce que c'est un problème pariéto-viscéral, c'est-à-dire que c'est la paroi, la structure, qui embête le viscère, l'organe. Et à partir de là, notre stratégie peut changer. Donc on va toujours essayer de soigner la cause. Donc admettons, j'ai un patient qui vient me voir, il a des douleurs cervicales basses, il a des tensions entre les omoplates, et il tousse le soir, après ses repas, dès qu'il s'allonge dans le canapé ou dans son lit. Il y a un terrain de reflux gastro-œsophagien connu, traité par IPP, par antiacide, Pentomède 40 mg, c'est le classique, depuis des années. Donc le patient, son reflux, quelque part, il est stabilisé pour lui. Il a un traitement. Donc lui, il m'en parle même pas de son reflux. Il a mal dans sa charnière entre les cervicales et les thoraciques. Donc il me dit, voilà, je tourne la tête à gauche, ça va. Quand je tourne la tête à droite, je suis pas bien. Quand je regarde le plafond, là, je sens bien qu'il y a quelque chose dans ma nuque qui fonctionne pas correctement. J'ai du mal à rester assis avec la tête en bas, donc les tablettes, les écrans, j'évite.
Et puis la nuit, quand même, des fois, je dois me lever pour prendre un antidouleur parce que je suis pas super bien. Je me sens limité entre mes omoplates, comme si j'avais une plaque entre le dos, etc., etc. Et donc, il me parle pas de son reflux. Il me dit simplement que avant il toussait et que dans l'anamnèse, bien sûr, il me dit qu'il prend du Pentomède. Donc moi, quand je vais faire mes tests, je me rends compte que effectivement, il a une perte de mobilité articulaire franche, structurelle, au niveau de sa charnière, peu importe, C6, C7, première thoracique, première côte, que sais-je. Mais je vais aussi aller tester un petit peu l'état de tension de son estomac, de sa membrane, de son système musculaire, d'attache, de la position, par exemple, de son diaphragme thoracique, de son hypocondre gauche, de son médiastin, et je vais essayer de quantifier, en fait, est-ce que c'est pas l'estomac qui est en train de perturber son squelette? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si j'estime que son estomac est la cause de sa douleur au niveau de sa nuque, mais j'ai trouvé quand même un blocage articulaire, donc je vais débloquer. Je vais utiliser une technique directe. Je vais craquer la zone, entre guillemets, puisqu'on ne craque pas, c'est pas vraiment un crack, hein, c'est pas des os qu'on manipule, sinon ça s'appelle des fractures. On impute un mouvement rapide localement en respectant la physiologie, les surfaces articulaires, ce qui va, si tu veux, déprogrammer un stress local. Et dans l'articulation, le fait d'envoyer une volumétrie locale, ça dépressurise en gros. Donc on a une poche d'air qui sort. C'est un effet qui s'appelle l'impaction. Une poche d'air et pas un os qui craque. Souvent du CO2 dans les dernières études. On a des articulations qui libèrent aussi de l'ammoniac. Donc non, c'est pas un os qui craque, sinon ça s'appelle vraiment une fracture. Donc j'espère que l'ostéopathe chez vous ne craque pas les os, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que la structure gouverne la fonction. Donc si je libère pas bien son squelette, je ne pourrai pas libérer son estomac. Donc je vais commencer par le système structurel. Ensuite, je vais aller tester l'estomac. Et à partir de là, je vais travailler, si besoin, les attaches. L'estomac, il a des attaches. Il a des attaches supérieures au niveau du ligament gastro-phrénique, par exemple, juste en dessous de la 10e côte. Je vais travailler la position de son diaphragme, sa coupole diaphragmatique à gauche. Le diaphragme thoracique, il s'attache sur les 6 dernières côtes. Donc, je vais aller tester les 6 dernières côtes. Il y a peut-être aussi là-dessous un problème structurel. Je vais aller tester la partie inférieure de l'estomac, qui elle va être en lien peut-être avec le petit bassin, qui va être en lien avec le flanc gauche. Je vais aller tester donc les lombaires, la charnière dorso-lombaire. Je vais aller tester la position de son bassin. Est-ce qu'il n'est pas en bascule à gauche? Est-ce que son iliaque, par exemple, tire pas vers une antériorité, c'est-à-dire qu'il va bien vers l'avant, moins bien vers l'arrière, et de fait tire un petit peu le contenu vers le bas, et donc tire l'estomac aussi, et ainsi de suite. C'est ça l'ostéopathie. Donc de toute façon, dans ma séance, je vais avoir de la manipulation vertébrale, je vais avoir un travail tissulaire, puisque je vais aller mettre mes mains un petit peu sur les attaches de son estomac, je vais aller travailler sur son système nerveux, je vais aller voir le nerf vague, le pneumogastrique. L'estomac est quand même très très dépendant du pneumogastrique, c'est un nerf crânien. Donc on va aller voir un petit peu les émergences, les sorties du nerf vague au niveau de l'occiput, au niveau de l'atlas, la première cervicale. Donc en fait, on va faire un traitement global quelque part parce qu'on va aller tester tous les relais articulaires, musculaires, neurologiques et vasculaires qui sont en lien avec la cause de sa douleur. Ici, dans ce cas-là, clairement, son estomac. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce qu'en améliorant le fonctionnement général de son système, on va pouvoir, dans certains cas, si c'est pas pour dire dans beaucoup de cas, diminuer les prises d'antiacides et tout doucement les supprimer. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai d'autres questions justement par rapport à ça, parce qu'en un coup tu parles du nerf vague et j'avais pas spécialement prévu d'en parler. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer ce que c'est que le nerf vague? C'est quelque chose qu'on entend énormément. En plus de ça, dans un des épisodes précédents, on en a parlé plutôt par ce fameux axe intestin-cerveau. On se rend compte que le nerf vague joue un gros rôle entre. On parlait du microbiote et du cerveau. Il y a énormément d'études là-dessus. Donc on en a parlé, mais plutôt d'un point de vue nutritionnel. D'accord. Assez rapidement. Est-ce que toi tu peux expliquer peut-être d'un point de vue ostéopathique ce qu'est que le nerf vague et à quoi il sert et comment toi tu le travailles? Alors, de manière générale, si tu veux,
Le corps, on peut le résumer comme un compteur électrique. Il est dépendant de son système neurovégétatif. Donc en gros, c'est ton cerveau qui contrôle tout. Ton cerveau, c'est le ganglion numéro 1. On a l'hypophyse, on a l'hypothalamus, on connaît ça, hein, donc ce sont des glandes. Les régions du cerveau qui sont au niveau de la selle turcique, hein, donc en plein milieu du cerveau, et qui vont libérer des hormones centrales, qui vont aller exciter des glandes, qui vont libérer d'autres hormones, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait passer un message. Ce système nerveux central, il a aussi d'autres types de glandes qui vont donner la naissance à des nerfs, les nerfs crâniens. Donc on a 12 paires de nerfs crâniens, on en a 12 à gauche, 12 à droite, et ces nerfs crâniens sont dépendants du système que tu ne contrôles pas. C'est du système végétatif. Donc ça, c'est ton cerveau qui travaille. C'est le seuil du système neurovégétatif, le seuil émotionnel, c'est l'hippocampe. Voilà. Donc c'est une grosse glande qui gouverne un petit peu l'état de bien-être de tous ces circuits nerveux et qui, elle, est dépendante de l'environnement. C'est-à-dire du stress extérieur. Est-ce que ça a un lien avec la partie de notre corps qui fait les choses sans qu'on s'en rende compte, le fait qu'on respire, exactement. On réfléchit pas à comment on respire, comment on digère, c'est ça. Quand on dit d'une personne qu'elle est végétative, eh ben elle est dans une mort ou en tout cas dans un stand-by musculaire volontaire, en tout cas, elle n'a plus d'action volontrice, donc elle n'a plus de cognition volontaire, elle n'est plus capable de se mouvoir avec des actions volontaires. Pourtant, son tube digestif fonctionne. C'est ça. Et à côté de ça, on a un système autonome que tu contrôles. Voilà, tu décides de parler, bien sûr, tu décides de bouger ton bras. Et ces deux systèmes sont constamment en dualité tous les jours. L'un calme l'autre, l'un excite l'autre, et tout ça, c'est dépendant de beaucoup de choses. Si tu es en train de manger, le sang doit aller dans le tube digestif. Donc, tu vas mettre au repos ta musculature volontaire. Tu vas commencer à somnoler. Tu passes dans une phase post-prandiale. Donc, tu commences à somnoler parce que le sang arrive dans le foie, dans l'intestin. Ce sont des organes qui aiment bien le sang. Et inversement, si je te mets dehors face à face avec un chien enragé, t'as deux possibilités. Soit tu cours, soit tu te bats. Mais il faut pas commencer à avoir envie d'aller à selle. Donc les deux systèmes sont constamment en communication toute la journée. L'un va s'exciter pendant la phase de digestion ou juste avant d'aller dormir, et l'autre va s'exciter quand on est soumis à un stress. Ça c'est dans un monde idéal. Ça c'est dans une continuité biomécanique fonctionnelle. C'est chez tout le monde. Ensuite, il va y avoir des facteurs, si tu veux, qui vont influencer ces deux systèmes. Le stress environnemental. Le mec qui est soumis toute la journée à un stress ambiant, lui, son système orthosympathique, le système qui excite, il est en surménage, il travaille trop. Le patient appétant qui est sous antidépresseur, qui a la fibromyalgie, par exemple, lui, son système végétatif, parasympathique autonique, si tu veux, il est plus fort. Donc, patient, il a pas envie, il est fatigué, il a mal de partout, etc., etc. Bien que dans le système orthosympathique-autonique, le patient, il va avoir aussi mal. Attention, hein, c'est pas les mêmes zones. Et c'est pour ça que je disais un petit peu dans un monde idéal, parce que aujourd'hui, je pense avec tout le stress environnant qu'on a, on ne passe peut-être pas assez de temps. J'avais entendu qu'on ne passait pas assez de temps dans cet état. Plutôt qui est supposé être là parasympathique pour la digestion, où on va manger alors qu'on est encore dans cet état de stress, et donc que ces fonctions ne peuvent pas se faire correctement. Complètement. C'est pour ça que je te dis, on est dans une dualité en fait. Et le système orthosympathique-autonique, il est au-dessus dans la société actuelle, bien sûr, parce qu'on est soumis à un stress permanent. Il faut performer au travail, il faut performer à la maison, il faut bien éduquer ses enfants, il faut dormir le moins possible parce qu'on n'a pas le temps, il faut. Et donc, forcément, on est toujours soumis à une contrainte sympathique. Et donc, le corps réagit. Mais bien évidemment que si on avait plus de moments de confort, de moments de relâchement, de moments d'apaisement, quelque part, on arriverait aussi à équilibrer mieux ces deux systèmes. Parce que les deux sont nécessaires, de toute façon. Pour revenir à ton nerf vague, dans ces deux systèmes, tu as des connexions.
comme je t'expliquais, ton ganglion central, ton cerveau, que ça soit tes ganglions qui contrôlent les nerfs crâniens ou tes glandes qui sécrètent les hormones ou tes cortex qui vont te donner tes besoins cognitifs, de comprendre, d'apprendre, d'être inhibé, de voir, etc., vont être dépendants d'une commande nerveuse que tu ne contrôles pas pour le système parasympathique, mais que tu contrôles pour le système musculaire, orthosympathique. Et le nerf vague, c'est la même chose. C'est un nerf qui part du cerveau au niveau de la moelle allongée, du tronc, et qui va descendre, c'est l'un des plus grands, il fait partie de ces nerfs crâniens qui ont une action à l'extérieur du cerveau, et il va descendre, voilà, ici il y a du trou déchiré postérieur au niveau de l'occiput, et puis il va avoir un trajet au niveau cervical pour se jeter dans le médiastin, et il va descendre dans l'estomac, et à partir de là il va donner plein de relais dans tout le tube digestif. Donc c'est vraiment le nerf par excellence de ton tube digestif. On l'appelle aussi le pneumogastrique parce qu'il s'occupe aussi des poumons. Ton cerveau va l'utiliser pour envoyer une impulsion. Donc il va envoyer un message par exemple à ton estomac. Mais l'estomac va aussi utiliser le nerf vague pour envoyer une réponse. Donc tu as une afférence et une efférence. Tu as des informations qui montent et qui descendent. Si maintenant ton estomac envoie constamment des informations de souffrance, nociception, des informations de douleur à ton cerveau, qu'est-ce qui fait ton cerveau ? Les nocicepteurs qui sont justement... il répond, exactement. Il répond avec une réponse qui est censée être en accord avec l'information qui est envoyée par l'organe. Donc, contraction du muscle, relâchement, j'en sais rien, évacuation du contenu, chasse, etc., de la bile, etc., etc. Et donc, si le stress environnemental engendre constamment une tension digestive au patient, parce que le patient, il est stressé, et donc il met son stress dans son côlon, par exemple, il met son stress dans son estomac, et l'estomac va imputer aussi un retour au système nerveux central qui répond en augmentant la tension. Et donc le nerf vague, oui, c'est un nerf en fait qu'on travaille presque chez tout le monde quelque part. En manipulant les cervicales supérieures, C1, C2, C0, il est là, comme je t'avais dit, il descend dans la moelle allongée, donc il descend jusqu'à C2. En travaillant l'occiput, il sort ici d'un petit trou qui s'appelle le trou déchiré postérieur. Il y a deux autres nerfs qui sont là aussi, crâniens, et qui vont s'occuper du trapèze, de ce muscle-là. C'est le nerf accessoire, purement moteur. Le nerf vague, il est moteur aussi, il est sensitif et moteur. Et on a le 12e nerf crânien qui s'occupe de la déglutition. Donc, on peut avoir des gens qui ont du mal à déglutir parce qu'ils sont stressés. On a des gens qui perdent leur voix sur un stress important. C'est via ces relais-là. On a des gens qui commencent à faire du reflux ou qui ont cette toux de nervosité dès qu'ils sont stressés. C'est via ce nerf-là. On a des gens qui font des malaises vagaux. Le malaise vagal, quand il est stressé ou qu'il a un événement... tout s'éteint, quoi. Tout s'éteint. C'est une compression quelque part dans le circuit, dans le tronc de ce nerf. Clac. Et pouf. La réaction, c'est la syncope. Ouais. C'est le malaise vagal. Ok, super intéressant. Ouais, et en fait, c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont peut-être pas écouté. Quand on parle justement de cet axe intestin-cerveau, tu parlais des nocicepteurs, qui sont les récepteurs à la douleur qui envoient cette information. Là, on parle du stress, mais ils peuvent aussi être, ça qu'on explique dans cet épisode, et du coup, j'invite les gens à aller l'écouter aussi. On parle de l'impact d'un déséquilibre du microbiote, en fait, qui peut, que ce soit par une inflammation ou une surfermentation, venir activer ces récepteurs, et du coup avoir le même impact que le stress va avoir sur ces récepteurs à la douleur. Bien sûr. On a une innervation centrale, le système nerveux central, le cerveau. On a une innervation périphérique, et via ces relais-là, c'est le ganglion 2. Tout à l'heure, on parlait de ganglion 1. On a un ganglion 2 qui sont les nerfs spinaux, donc de la colonne, et on a les ganglions 3 qui sont sur l'organe. Donc si l'organe, lui, par son innervation intrinsèque, par ses nocicepteurs, parce qu'il est en souffrance, déséquilibre du microbiote, stress oxydatif chronique, tension membranaire, c'est des muscles, il faut pas oublier que le transit, c'est des muscles lisses, qu'on ne contrôle pas volontairement, mais c'est le même principe, ça se contracte et ça se décontracte. Donc si ces muscles sont trop contractés parce qu'on est stressé, l'organe, la paroi, la membrane de l'organe va être excitée et ces récepteurs vont engendrer une information via le nerf vague au cerveau.
Bien sûr, tu as entièrement raison. Donc, un patient qui a une souffrance intestinale sur un déséquilibre bactérien, sur une dysbiose, il va venir nous voir régulièrement parce qu'il a des maux de tête, parce qu'il a des tensions cervicales hautes, parce qu'il a mal au niveau des relais sympathiques, au niveau des ganglions sympathiques, qui communiquent avec les vertèbres thoraciques. Entre la 6e et la 9e, très souvent. Les ganglions grands splanchniques, ils s'appellent, ou métamérique lombaire. Donc, on a aussi des niveaux lombaires qui communiquent avec les intestins, surtout les intestins bas. Mais sur l'intestin grêle, on va plutôt être au niveau thoracique. Donc, on a des patients qui arrivent avec des douleurs thoraciques causées, bien sûr, sur des problèmes intestinaux. Et ça, c'est fréquent, bien sûr. Ouais, donc tu as vraiment ici l'impact des problèmes digestifs, enfin du déséquilibre plutôt du système digestif, l'impact du stress sur les problèmes de dos. À l'inverse, qu'est-ce que aussi les problèmes de dos peuvent causer sur le reste du corps? Alors, le lien entre le contenant et le contenu. Ouais, c'est ça. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Maintenant, tu as je sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait de l'escalade de haut niveau. Admettons. Je pense à ça. J'en ai eu un il y a pas longtemps, là. Le patient fait de l'escalade. Et donc, il monte en falaise, régulièrement. Et donc, il a des mouvements cervicales, des mouvements de grasping, où il va chercher très très haut. Et ces mouvements cervicales sont quand même assez fréquents. Vers le haut, vers l'arrière, dans des pistes articulaires de fin de course. Il va très très loin dans ses mouvements. Il reste souple, il a l'habitude, mais ça reste un mouvement irritatif, répétitif. Si maintenant il vient, admettons, à perdre du mouvement sur la vertèbre cervicale supérieure, C1, parce qu'il est beaucoup en rotation dans ses mouvements. Une perturbation locale de C1 au niveau structurel, donc vraiment mécanique, va engendrer une perturbation des tissus qui sont dans la zone, notamment le nerf vague. Si on lui donne une information à ce nerf vague qui est pas bonne, qui est une perturbation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décharger. Il va décharger où? Dans le tube digestif. Et donc, on va mettre une tension digestive à distance causée par un stress mécanique. C'est le lien entre le contenant et le contenu. Donc, ça marche également dans le... C'est toujours pareil, c'est de savoir qui cause le symptôme. Ça arrive des fois qu'on ait des patients qui arrivent avec de la constipation. Ça, c'est quelque chose quand même chez la femme. J'en ai encore une il y a quelques semaines. Elle était constipée, la dame, depuis des mois et des mois. Alors, elle a, un lavement barité, elle prend des traitements, elle mange des fibres, elle boit beaucoup d'eau, elle fait de l'activité physique. Elle en a marre, ça marche pas. Et en fait, elle avait une dysfonction thoracique stricte, primaire, structurelle, qui a embêté son système qui commande le côlon. Et donc, ça avait un peu inhibé, si tu veux, l'information neurologique, et son côlon, il devenait fainéant. Il avait pas envie. Et on a manipulé, j'ai vu 2 fois en 10 jours, et elle a évacué, et elle m'a dit, j'ai jamais fait caca comme ça. On va reprendre la patiente. C'est sûr, ouais. Donc, il y a toujours un lien entre la structure et la fonction, de toute façon, entre le contenu et le contenant. Donc, c'est la subtilité de l'ostéopathie. C'est de se dire, OK, par quelle voie je commence? Par quelle voie je rentre? Pour être le plus efficace et pour toucher le moins possible. Parce que l'idée, c'est ça. C'est de donner une efficacité dans la manipulation qui va être rapide pour perturber le moins possible le système. On en parlait tout à l'heure hors antenne, tu expliquais justement cette notion très intéressante de parfois toucher mais dans la justesse, que tu expliquais d'aller à l'essentiel, mais de ne pas déborder non plus, parce que tu peux causer certains déséquilibres à force de trop rééquilibrer, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, trop rééquilibrer, que tu peux déséquilibrer aussi, ou en tout cas créer d'autres perturbations. Je te laisse peut-être expliquer ce concept. Oui. En fait, le patient, quand il vient nous voir, il est dans un état d'équilibre qui est vraisemblablement pas bon parce qu'il a mal. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, dans son équilibre à lui, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il retrouve du confort, pour qu'il n'ait plus mal? Ça veut pas dire que je dois tout faire.
Parce que le patient, il a son vécu, il a ses antécédents traumatiques, chirurgicaux, il a ses anomalies génétiques, il a son état d'usure articulaire, que sais-je. Donc, il va falloir trouver les zones qu'il faut solliciter pour lui redonner son équilibre. C'est compliqué. Parce que comme le patient, il est là et qu'on le teste, on a envie de faire plein de choses, hein. Parce que, forcément, il y a du vécu là-dessous, donc on se dit mais ça lui ferait du bien. Là, j'ai quand même un peu envie de solliciter cette zone-là parce que ça bouge pas bien. La question, c'est est-ce que c'est nécessaire? Et la subtilité de la manipulation vertébrale, de la prise en charge ostéopathique, c'est ça. C'est de toucher au moins possible en étant le plus efficace. Ouais. Donc, on fait des bêtises, on en a fait, on essaie de plus en faire. Des praticiens aussi en feront. Plus ils sont jeunes, plus ils les font, parce que c'est un excès un petit peu de bien faire, de vouloir bien faire, en faisant trop. Ouais, trop. Maintenant, du coup, comment est-ce qu'on peut prévenir un petit peu des problèmes lombaires, des problèmes de dos? Est-ce que tu as un peu j'imagine c'est très large, il y a énormément de choses à faire, surtout qu'on parlait tout à l'heure du nombre de facteurs qui peuvent impacter ça. Mais est-ce qu'il y a un petit peu des grands conseils de la prévention de son dos? Parce qu'au final, un dos, on n'en a qu'un. Ouais. Il faut le tenir toute sa vie. Oui, bien sûr. Quels sont un petit peu les grands conseils pour prévenir la santé du dos? Alors, des conseils généraux, hein, c'est ça que tu me dis. Alors oui, parce qu'après, forcément, en fonction de quand on est hors quand on est hors problématique, quand on va bien, voilà. Moi, là, je vais bien, ou je sens que j'ai de temps en temps des petits soucis au niveau du dos, mais je suis pas encore vraiment dans un problème qui nécessite une attention spécifique. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu conseilles pour essayer de rester dans cet état? Alors, si le patient n'a pas vu de praticien qui a pu quantifier un peu son problème, on va plutôt effectivement donner un conseil assez général, des conseils assez généraux. Bouger. La première chose à faire, c'est qu'il faut rester mobile. Ça, c'est primordial parce qu'avec le temps, avec l'âge, la masse musculaire, la masse maigre, le métabolisme basal, le métabolisme de base, il diminue parce que la masse musculaire s'effondre. Et donc, c'est primordial pour le bon fonctionnement de l'organisme de garder un maximum sa masse musculaire. Donc, il faut bouger. Il faut bouger un maximum, il faut avoir une activité physique ou plusieurs, et idéalement régulièrement. Une marche quotidienne de 30 minutes, 45 minutes, c'est une activité physique. Essayez de varier les activités physiques. Comme ça, on va avoir un peu d'endurance, un peu de souplesse, un peu de renforcement musculaire. Donc ça, c'est vraiment important parce que de toute façon, dans tous les soins, on va soigner à travers le mouvement. Que ça soit un mouvement d'une mitochondrie, un mouvement cellulaire, que ça soit un mouvement articulaire, que ça soit un mouvement d'un liquide. Ce qui va faire en sorte que le corps se porte bien, c'est parce qu'il bouge. Donc ça, c'est le conseil vraiment important. Le deuxième conseil que moi je donne beaucoup à mes patients, sans aucune prétention, c'est l'alimentation. On va pas rentrer dans des détails, mais je m'y intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés aussi simplement par l'hydratation du patient. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il ne boit pas? Qu'est-ce qu'il boit trop? Les excès alimentaires, toxines, très souvent. Certains aliments qu'il faut éviter dans certains problèmes, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même des pistes qu'il faut investiguer et conseiller. Donc l'hygiène alimentaire de manière générale et les heures de sommeil. Voilà, le repos, c'est déjà le premier des soins. On a beaucoup de patients qui arrivent dans des états de stress articulaire, musculaire, avec des tensions. Ouais, t'as parlé un peu de la mitochondrie. C'est un sujet qu'on n'a peut-être pas encore vraiment... qu'on peut rattacher un petit peu au stress dont on parlait tantôt. Quel est le lien vraiment entre quelqu'un d'épuisé, où ses cellules énergétiques ne fonctionnent plus, et les maux de dos, les lombalgies alors, si on prend un patient qui va arriver dans un état d'épuisement métabolique, voilà, que ça soit hormonal, très souvent un stress environnemental chronique, le patient qui est au bout du ravin, là, il faut pas grand-chose pour qu'il tombe, il va venir, oui, clairement, il va venir nous voir. Pourquoi? Parce qu'il a mal au dos, très souvent dans le bas du dos et dans les cervicales hautes. C'est son système parasympathico-tonique. C'est le système
cervical supérieur, crânien, avec le tronc cérébral, donc occiput, atlas, axis, donc on est vraiment sur les cervicales très hautes, et le plexus hypogastrique inférieur, le sacrum, typique. Donc c'est des patients qui arrivent très souvent avec des lombalgies, des raideurs, des cervicalgies, qui sont en lien avec un épuisement métabolique, clairement. Cet épuisement métabolique, il va être causé par le système hormonal. On appelle ça la chaîne du stress en ostéopathie, mais en médecine aussi. C'est les connexions entre les hormones centrales, hypothalamo-hypophysaire, donc vraiment dans le cerveau, et la surrénale. Et donc là, nous, on a un champ d'action. Mais on a un champ d'action seulement si les tissus sont en mesure de réagir. Seulement si le patient, il a encore suffisamment de choses dans son réservoir pour réagir. Parce que on a beau essayer d'exciter ce système, cette chaîne du stress pour que le patient libère mieux du cortisol, libère plus d'adrénaline. Donc s'il a plus d'excitants et plus d'antidouleurs, il ira déjà mieux. Si on excite un petit peu ces membranes de tension réciproque, donc si tu veux tout son paquet cartilagineux du cerveau pour essayer de stimuler l'évacuation des hormones hypophysaires, hypothalamaires dans le liquide céphalorachidien, dans cette chaîne du stress, on peut peut-être l'aider, bien sûr. Donc il y a un lien, clairement, toujours, une fois de plus, entre le métabolisme, l'état du métabolisme et le système musculo-squelettique, le système vasculaire et liquidien. Maintenant, si le patient, il n'a pas les réserves, parce qu'il est trop loin, c'est là où il faut absolument l'aider aussi au niveau métabolique. Donc, il va falloir qu'il prenne les compléments nécessaires en suffisance pour essayer de sortir la tête de l'eau, clairement. Ouais, mais justement, ça c'est un épisode qu'on sortira un peu plus tard, mais justement sur ce qu'est ce cortisol dont tu parlais, cet axe hypothalamo-hypophysaire et la production de cortisol via la surrénale. C'est un épisode qu'on sortira plus tard. Mais du coup, je trouve ça très intéressant qu'on le rattache de nouveau un problème un petit peu périphérique qu'on peut croire déconnecté de ton problème de dos, mais qui en fait est de nouveau totalement totalement lié. Surtout dans la société actuelle, on a quand même tous les jours des patients qui arrivent dans un état de fatigabilité, dans un état d'épuisement surrénalien, thyroïdien aussi, carabiné, bien sûr. Et donc du coup, je suis désolé, je t'ai complètement coupé dans l'explication des choses auxquelles il faut faire attention pour la prévention. Dans les conseils. Du maux de dos, donc tu parlais de l'hygiène alimentaire, du mouvement, l'activité physique, du mouvement, l'hygiène alimentaire, du repos, du sommeil. Voilà, ça c'est vraiment, les grandes lignes. Donc bien bouger en suffisance, essayer de s'alimenter quand même correctement et faire attention à ses heures de sommeil. Bon, là déjà on a un bon combo pour aller bien entre nous. Et ensuite, ça sera plutôt des conseils singuliers. Moi, je ne donne pas de conseils quand on les écoute pas. Je trouve que ça a aucun sens. Si on donne les mêmes conseils à tout le monde, moi, je suis patient, je vais me faire manipuler chez un confrère. Je lui dis, écoute, est-ce que je dois faire un truc, quelque chose pour aller mieux là, pour que ça tienne, et qui commence à me sortir une liste de conseils qui ont pas de sens avec ma douleur, je vais pas les écouter. Donc, il faut donner un conseil qui soit ciblé par rapport aux besoins. Donc là, le conseil, ça va être le praticien qui va le donner au patient après la séance. Est-ce que tu conseilles justement en prévention d'aller voir un ostéopathe de temps en temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui, à tes yeux, peut avoir un intérêt ? Alors, oui, d'office. Une colonne, ça bouge toute l'année. C'est soumis à des contraintes mécaniques, environnementales, digestifs. C'est soumis aussi à des stress sportifs. Donc, on emmène la voiture une fois par an au garage. Je pense qu'on peut aussi emmener sa colonne une fois par an chez l'ostéo. C'est pas du tout une mauvaise idée. Justement parce qu'on va pouvoir prévenir. On va pouvoir peut-être anticiper un phénomène aigu. Parce que le patient, très souvent, c'est pas parce qu'il a mal qu'il y a un problème. Et c'est pas parce qu'il n'a pas mal qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une douleur qu'on soigne. Ça, c'est un problème pour la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle a besoin de symptômes, de douleurs pour donner une médication, très souvent. Nous, en ostéopathie, ce qu'on soigne, c'est le patient. Voilà. Mais si le patient il vient pas, on peut pas l'aider. Donc oui, je conseille clairement de venir une fois par an, une fois tous les 2 ans, s'il n'y a pas spécialement de douleur aiguë. Et à la manifestation d'une douleur aiguë, il faut consulter. C'est parce que dans la démarche, dans la posture, le patient il est déjà trop loin.
Donc ça va devenir récurrent, ça va devenir de plus en plus problématique. Donc de toute façon, tôt ou tard, il va consulter. Au plus tôt, au mieux. Ouais. Parfait. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Je sais pas si tu penses à quelque chose auquel qu'on n'a pas adressé, qui serait intéressant d'adresser, ou toi, en tant qu'ostéopathe, des questions que tu as souvent de tes patients auxquelles t'aimerais profiter de... Ah, peut-être là du podcast oui, on a des questions qui reviennent souvent, clairement. Est-ce que ce n'est pas dangereux de trop manipuler? Comme je disais tout à l'heure, si la manipulation elle est bien conduite et elle est sur le niveau qui en a besoin, non. À quelle fréquence? J'en sais rien. Ça dépend du problème. On a des blocages articulaires des fois qui sont vraiment bien installés. Alors là, il faut répéter la manipulation, même 2 fois par jour, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur la semaine, mais sur ce niveau-là, pas sur les autres. Ça, c'est une question vraiment de palpation, d'affinité et de qualité de palpation du praticien. C'est le praticien qui va être en mesure de dire non, c'est pas assez. Il faut insister. Je vais te laisser tranquille un jour ou deux, tu reviens et je vais juste te manipuler 2 minutes sur ce niveau-là. Tu vas pas payer ta séance, tu reviens entre 2 patients, mais j'ai besoin absolument de te remanipuler cette vertèbre, sinon mon traitement n'est pas fini. Oula, toi, dans 2-3 semaines, tu reviens. On est bon pour de nouveau retravailler un petit peu ton omoplate parce que c'est pas assez. Donc, il y a un besoin ou il y en a pas. Ce besoin, de toute façon, il sera quantifié par le praticien. C'est pas par le patient et c'est pas par l'environnement du patient. Oui, mais on m'a dit que c'était pas bon. Oui, mais ma grand-mère a dit d'arrêter de craquer les doigts, c'est pas bon. Oui. Boire de l'alcool, c'est pas bon non plus. Pourtant, si on boit un verre, ça tue personne. La question, c'est toujours le besoin. L'excès, de toute façon, sera nocif et peu importe ce qu'on fait. Mais il arrive qu'en ostéopathie, dans certains niveaux et chez certains patients, il faille répéter les manipulations. Ouais. Donc ça, il faut pas en avoir peur. Quand c'est bien conduit, ça sera de toute façon un soin nécessaire. D'autres questions qui reviennent aussi. Pourquoi le praticien travaille à distance de la douleur? Voilà. Ça, c'est quelque chose... oui, c'est ça. Que j'ai mal ici, mais tu viens me manipuler là, quoi. Voilà. J'ai mal dans le bas du dos, il a passé une demi-heure sur ma cheville. Donc, il faut poser la question au praticien. Il faut pas être gêné en tant que patient. Et le praticien, il va vous expliquer. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les relais, c'est les niveaux, c'est les compensations, c'est les liens, tout simplement, entre le membre inférieur et le dos. Donc voilà, une entorse de cheville mal soignée, une dysfonction du pied va engendrer un problème de dynamique de marche, de posture, et qui peut, sur du long terme ou du moyen terme, faire mal dans le bas du dos, clairement. Donc une fois de plus, ce qui intéresse le praticien, c'est la cause, pas la douleur. Ça, c'est aussi des questions qui reviennent quand même souvent. Est-ce qu'on peut soigner les bébés? Oui. Quand? Jour plus 1. Jusqu'à quand on peut soigner un patient en ostéopathie? Jour moins 1. Il faut pas avoir peur. On a beaucoup de seniors. Il n'y a pas d'âge pour manipuler. On ne fait pas craquer une vertèbre quand il y a de l'arthrose. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent, même de médecins. Oui. Si c'est mal fait, ça peut être effectivement une contre-indication. L'arthrose, jusqu'à preuve du contraire, c'est un vieillissement du corps. C'est-à-dire que c'est un phénomène naturel. L'articulation vieillit, elle s'ulcère, voilà, ça fait des ostéophytoses ou pas. Dans certains niveaux, notamment les cervicales hautes, il faut être méfiant, clairement, parce que il y a des becs de perroquet qui peuvent être dans le passage sur une manip. Donc ça peut être très dangereux et avoir des conséquences irréversibles. C'est quoi un bec de perroquet? Un bec de perroquet, dans un phénomène d'arthrose, quand le cartilage va vieillir, il va passer par différentes étapes, et il y a une des étapes où le cartilage devient vraiment affaissé, les 2 pièces osseuses vont se rapprocher, et le corps va commencer à faire de l'os, par un phénomène d'ulcération, si tu veux, et ça va créer, si tu veux, des petits morceaux d'os qui poussent de manière un peu anarchique. C'est ce qu'on appelle des ostéophytoses, ou vulgairement des becs de perroquet, et le problème des becs de perroquet, c'est justement que ça pousse de manière anarchique. Donc ça peut sortir et aller dans des endroits où ils sont pas censés être là. Alors le corps est bien fait. La croissance osseuse liée à cette usure va aller là où elle a de la place, normalement. Maintenant, dans certains mouvements, notamment en rotation, il faudrait faire attention que ce bec de perroquet soit pas dans le passage d'une artère, par exemple.
C'est vraiment la crainte principale en ostéopathie, c'est ces becs de perroquet sur les cervicales hautes ou les dilacérations vasculaires. C'est-à-dire qu'une artère qui est un petit peu pas suffisamment souple, courte on dit, sur un mouvement en tension, on pourrait venir l'abîmer et créer un micro-saignement qui aura une manifestation quelques heures, quelques jours plus tard. Comme un AVC, comme un thrombus qui monte par exemple, et des choses comme ça, ouais. Mais dans ces cas-là, généralement, dans ces cas-là, le sait. Quand on palpe un patient, déjà il y a son âge, puis on a l'état d'usure sous la main, clairement. Donc on sent que le patient il est chargé un peu en arthrose. Donc on va de toute façon pas utiliser de technique en rotation. Si on a besoin de redonner de la rotation, on va en donner ailleurs, là où on sait qu'il n'y a pas de danger dans un premier temps pour qu'il reparte quand même avec de la rotation. Je pense à la rotation parce que c'est vraiment le mouvement à éviter dans ces cas de figure. Et si on a le moindre doute, on peut demander une imagerie. Comme ça, on exclut tout problème structurel avant de manipuler. Là, c'est vraiment des cas isolés, mais il faut quand même faire attention parce que ça arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est vraiment la crainte en ostéopathie. Pour tout le reste, il faut vraiment pas avoir peur de la manipulation vertébrale. Quand elle est bien faite, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle va être faite par nécessité, c'est-à-dire parce qu'il faut. On s'amuse pas à manipuler une vertèbre qui n'en a pas besoin. On parlait tout à l'heure, oui, si on manipule des vertèbres qui n'ont rien demandé, qui n'en ont pas besoin, on peut alors déstabiliser un système. On peut déclencher de l'inflammation. Ça devient invasif. Ouais. Voilà, après des questions, on en a beaucoup, des croyances aussi. L'ostéopathie... est-ce qu'on peut craquer nos doigts ou pas? Alors, si tu craques tes doigts, Nicolas, pour faire du bruit, tu peux. Tu respectes par contre les axes. Ok. Moi, je conseille de faire de l'extension ou de la flexion. On va éviter, par exemple, de faire de la torsion comme ça. Ok. Parce que le système capsulaire et ligamentaire respecte, si tu veux, les surfaces articulaires qui vont bouger comme ceci. On a des petits bâillements dans les interphalangiennes, c'est vrai, mais il faut éviter d'aller dans ces mouvements répétitifs de torsion parce que ça pourrait donner, avec le temps, un mouvement un peu trop prononcé sur la structure ligamentaire et ça peut donner de l'instabilité. Donc ça pourrait, quelque part, si tu veux, engendrer un processus de vieillissement trop rapide, par exemple. Ça pourrait, entre guillemets, il faudrait regarder les études, mais déformer un peu le doigt. J'y vais avec des pincettes. Voilà, ça reste plus de la prévention qu'autre chose, puisque nous, en ostéopathie, des bâillements sur des articulations, on en fait. Parce que c'est nécessaire. On le fait pas simplement pour se soulager ou pour faire du bruit. Donc si tu as envie de faire du bruit, fais-le, mais en restant dans des axes plutôt en flexion, extension. Ouais. Donc tu peux. Pas le droit. Et en plus, ça va te faire du bien, crois-moi. Parfait. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je te remercie beaucoup pour. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus. C'était cool. Ouais. Très intéressant. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes parce que c'est souvent quelque chose où c'est un petit peu compliqué de comprendre de l'extérieur. Que fait un ostéopathe, même de l'intérieur, tu sais, il y a des choses qui sont toujours compliquées à comprendre et qui le resteront. C'est une belle profession, l'ostéopathie. C'est un état d'esprit en fait. Souvent, on nous associe à des craqueurs, à des marabouts, à des magiciens. L'ostéopathie, ça existe depuis maintenant. En tout cas, ça a été institutionnalisé, ça a été enseigné depuis 1890 plus ou moins 92, la première école stylienne aux États-Unis, mais ça existe depuis bien plus longtemps. On a des récits bibliques où les gens allaient se faire des ajustements vertébrales. On a tous connu les rebouteux. On a tous connu au Moyen-Âge un peu les gens qui manipulaient. Alors, ils manipulaient avec des axes sans doute beaucoup plus traumatiques qu'aujourd'hui, avec des leviers plus grands, mais ils essayaient déjà de libérer la structure parce qu'ils avaient compris que ça passait par là. Donc, c'est quelque chose qui existe sans doute depuis la nuit des temps, la manipulation vertébrale. Elle a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a la science. On a de plus en plus de littérature en ostéopathie parce qu'on a de plus en plus accès au laboratoire, donc on arrive à mettre en place des choses. Et on a surtout réussi à avoir une ostéopathie plus complète parce qu'on a rajouté du métabolisme, on a rajouté de la digestion, on a rajouté bien évidemment le fonctionnement interne primordial qu'on ne connaissait pas à l'époque, de style dans les années 1900, mais quelque part, à travers leur manipulation à l'époque, ils le faisaient quand même, sans comprendre réellement ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, on a encore plein de barrières, notamment au niveau du crâne, les techniques crâniennes. Ça, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça bouge pas un crâne. Oui. Je rejoins tout le monde. Si je prends ta tête et que je la mets par terre, elle va pas avancer toute seule. Ça ne bouge pas.
Par contre, ça vit un crâne. Ça vit, ça respire, ça a une motilité, c'est-à-dire un mouvement propre qui est gouverné par tes cortex, par ton cerveau. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ostéopathie sur un crâne, bien évidemment. Mais ça ne bouge pas, on est bien d'accord. On n'est pas là pour faire bouger un squelette osseux, bien que le viscérocrâne, les os propres du nez, l'orbite, le maxillaire, le palatin, ça se manipule en ostéopathie. Mais la structure propre, surtout la structure vraiment de protection, ça ne bouge pas, qu'on s'entende bien, mais ça respire. Donc, il y a plein de choses qu'on est encore en train de découvrir, qu'on est en train de mettre en place, et ça va continuer à évoluer. Donc, nous aussi, en tant que praticiens, même si on est des praticiens, voilà, avec un peu d'expérience, et ben, on découvre des choses tous les jours, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'ostéopathie, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie avant toute chose. C'est un état dans lequel on doit s'imprégner, dans lequel on doit être pour pouvoir exercer, vraiment. Donc, si un jour vous avez besoin d'un ostéopathe, parlez-en à votre entourage. Ça marche mieux toujours de bouche à oreille. Allez chez des praticiens qui pratiquent vraiment, des praticiens, et essayez bien évidemment de trouver un praticien qui vous correspond. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a pour moi qu'une seule ostéopathie, mais il y a plusieurs praticiens. Donc, c'est un échange humain, de contact, et donc il faut trouver quelqu'un qui vous correspond, avec des techniques bien sûr qui vous correspondront. Donc voilà. Mais oui. C'était un beau mot de la fin. C'était un beau mot de la fin. Voilà. Je vous remercie. Je te remercie toi. Je remercie les personnes qui nous écoutent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ça justement. On parle de partager, d'en discuter avec son environnement. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode avec ceux qui pourront bénéficier de son contenu, à liker l'épisode, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications qu'on sort des nouveaux épisodes. Et voilà, c'est un petit geste qui pour nous aide beaucoup dans cette aventure des podcasts. Taylan, encore une fois, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt tout le monde. Eh ben oui, à bientôt et merci pour l'écoute. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien